bienvenue à la partie consacrée à l'étude de l'appareil fléchisseur. Donc tout d'abord pour l'anatomie, la jonction musculo-tendineuse distale des fléchisseurs est située en amont de l'entrée du canal carpien pour les doigts longs. En regard de la phalange proximale de chaque doigt long, le tendon fléchisseur superficiel se scinde en deux bandelettes tendineuses qui s'écartent pour laisser passage au tendon du muscle fléchisseur profond dont elles croisent la face palmaire pour se terminer sur la phalange moyenne P2. Le tendon fléchisseur profond s'insère en distalité sur la face palmaire de la base de P3. L'abord se fait donc par voie palmaire en posant la sonde dans un plan longitudinal, ici en regard de l'articulation métacarpophalangienne. Le tendon fléchisseur superficiel repose sur le tendon fléchisseur profond. Dans un plan axial, un tout petit peu plus en distalité, modifier l'inclinaison de la sonde permet, en jouant avec l'artefact d'anisotropie, de repérer les deux parties du tendon fléchisseur superficiel qui vont venir contourner le tendon fléchisseur profond. Les deux parties du fléchisseur superficiel vont ensuite venir s'insérer sur P2 des deux côtés du tendon fléchisseur profond. Un tout petit peu plus en distalité, le tendon fléchisseur profond vient s'insérer sur la base de la phalange distale, ici dans un plan longitudinal. Sur cette image, une lésion tendineuse partielle du tendon superficiel après une plaie par lame, on note une interruption focale de l'aspect fibrillaire du fléchisseur superficiel dont la face profonde est encore continue. Une atteinte plus sévère dans ce cas de rupture complète du fléchisseur profond dans le cadre d'un jersey finger. Dans le plan longitudinal, la gaine tendineuse est vide en regard de la phalange intermédiaire. La radiographie permet de confirmer le fragment osseux avulsé à partir de la base de P3 et rétracté en amont et incarcéré ici à hauteur de la poulie A3 en regard de l'articulation interphalangienne proximale. À hauteur des têtes métacarpiennes, les tendons fléchisseurs des doigts pénètrent dans un tunnel ostéofibreux constitué en arrière ou en profondeur par la corticale antérieure des phalanges, en avant et latéralement par une gaine fibreuse. Cette gaine fibreuse est constituée de poulies annulaires et de poulies cruciformes. Seules les poulies annulaires sont représentées sur ce schéma. On distingue deux types de poulies annulaires, les poulies annulaires diaphysaires, A2 et A4, qui sont respectivement situées en regard des diaphyses de P1 et P2. Leurs attaches sont osseuses. Les poulies annulaires articulaires, A1, A3 et A5, respectivement situées en regard des articulations métacarpophalangiennes, interphalangiennes proximales et interphalangiennes distales, elles s'attachent latéralement sur leurs plaques palmaires respectives. Le rôle des poulies du canal digital est de convertir la traction longitudinale du tendon, exercée par les fléchisseurs, en un mouvement de rotation angulaire. La poulie maintenant une faible distance entre les tendons fléchisseurs et les phalanges assure un bras de levier efficace, ce qui permet la flexion du doigt. On notera par rapport à la position neutre en extension, l'apparition en flexion d'un déplacement palmaire et d'un décollement physiologique de la plaque palmaire à distance de l'articulation interphalangienne proximale fléchie. La poulie A3 participe de manière normale à cette traction palmaire de la plaque. Les poulies annulaires apparaissent sous la forme d'une fine bande hypoéchogène en superficie des tendons dans le plan axial. Cette image rappelle celle d'un visage avec des cheveux de part et d'autre des tendons. Dans un plan longitudinal, la poulie apparaît également sous la forme d'une bande hypoéchogène, ici la poulie A1 en regard de l'articulation métacarpophalangienne, plus en distalité,
la poulie A2 en regard de la phalange proximale. On remarque que la distalité de la poulie A2 est toujours un petit peu plus épaisse que sa portion proximale. La poulie A3, plus petite et plus fine, n'est pas toujours visible à l'état normal, mais on pourra tester sa fonction lors des manœuvres dynamiques. La manœuvre dynamique consiste à demander au patient de réaliser une flexion en position arquée et d'imprimer une petite résistance contre cette flexion. Il n'est pas nécessaire de forcer pour réaliser cette manœuvre. La sonde est positionnée dans le plan longitudinal en regard de la poulie à étudier. Ici, la poulie A2 en regard de la phalange proximale. Allez-y, fléchissez. L'absence de décollement du tendon de la corticale en profondeur signe l'intégrité de la poulie pour une poulie diaphysaire. Ici, pour la poulie A3, en regard de l'articulation interphalangienne proximale, c'est l'absence de décollement, allez-y, fléchissez, du tendon de la plaque qui signe le caractère fonctionnel et continu de la poulie, même si on ne peut pas la voir. Un épaississement de la poulie A1 peut entraîner une difficulté à l'extension du doigt. Un ressaut brutal, souvent douloureux, est alors observé. C'est le doigt à ressaut. Le premier signe échographique à rechercher est un épaississement de la poulie A1 en superficie des tendons fléchisseurs, ici dans le plan axial. Lors de la flexion, par rapport au fléchisseur profond, le fléchisseur superficiel coulisse de manière retardée sous la poulie A1 et il est possible d'observer directement le ressaut comme dans cette situation caractéristique. Dans un certain nombre de cas, on cède des signes indirects de souffrance tendineuse avec un tendon qui a ici perdu son aspect fibrillaire, il est épaissi en aval de la poulie et on note une hypervascularisation de la gaine du tendon. En situation de rupture de poulie, par rapport à la situation physiologique sur le schéma de gauche, la rupture de la poulie A2 entraîne un décollement des tendons de la corticale de la phalange proximale en profondeur. La rupture de la poulie A3 a pour conséquence un décollement des tendons de la plaque palmaire. Celle-ci revient donc au contact de l'articulation en profondeur. La rupture de poulie entraîne donc une prise de corde des tendons qui déforme le doigt, comme sur la photo. Par rapport à la position neutre, la flexion contrariée objective un décollement du tendon par rapport à la phalange, ce qui signe la lésion de la poulie A2, et par rapport à la plaque palmaire, ce qui signe la lésion de la poulie A3. Les muscles lombricaux, dont la forme de verre est à l'origine du nom, sont au nombre de 4. Ils s'attachent à leur partie haute sur les tendons fléchisseurs profonds en regard des métacarpiens. Ils s'orientent vers le bas et dorsalement pour rejoindre en distalité l'appareil extenseur, en regard de la face dorsale des doigts longs à hauteur de P1. Étudier les muscles lombricaux peut être utile lorsqu'une rupture de poulie est suspectée et que l'échographie n'est pas en faveur. L'anamnèse et la présentation clinique de ces deux entités présentent en effet des similitudes dans un contexte de pratique de l'escalade notamment. L'étude des muscles lombricaux se fait dans le plan axial, en partant des articulations métacarpophalangiennes et en translatant la sonde vers la paume. Les muscles lombricaux, ici le troisième lombrical entre le troisième et le quatrième rayon, seront les premiers muscles à apparaître en superficie. Un épanchement liquidien péritendineux, situé entre les deux tendons fléchisseurs, peut orienter lorsqu'il n'y a ni lésion tendineuse, ni lésion de poulie. L'étude dans le plan axial objective ici une tuméfaction hypoéchogène des muscles lombricaux de part et d'autre des fléchisseurs du quatrième rayon, ce qui est la topographie la plus classique. La comparaison attentive avec le côté sain permet, comme le plus souvent, de confirmer des anomalies qui sont parfois subtiles.
Voilà qui conclut la partie dédiée à l'étude de l'appareil fléchisseur.